Attention, on ne bouge plus. Surtout pas un cil. Souriez. Enfin, ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est terminé. C'est une phrase qu'on connaît bien, oui, mais la toute première fois qu'une image a été fixée, il n'y avait personne pour la prononcer. Alors la question est assez simple. Quand la photographie est-elle vraiment née? Hmm. Et les sources qu'on a sous les yeux montrent que la réponse, c'est pas juste une date, c'est une histoire incroyable, pleine de bricoleurs de génie, de courses de vitesse, et qui a en fait complètement bouleversé notre manière de voir le monde. C'est cette aventure qu'on va explorer ensemble. Et c'est une aventure qui va bien au-delà de la simple technique. C'est vraiment l'histoire de la naissance d'un œil artificiel pour l'humanité, un nouvel outil pour s'observer, pour se documenter. Ah oui. Chaque étape, de la toute première image un peu floue jusqu'à sa reproduction par millions, a posé les fondations de ce que les sources appellent la sociologie visuelle. On ne capture plus seulement des paysages, on commence à enregistrer des faits sociaux. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors justement, une des sources parle d'une invention perpétuelle, et j'aime beaucoup cette formule. Oui, elle est très juste. Ça suggère que c'est pas un éclair de génie unique, mais un processus continu. On dirait que tout dépend de ce qu'on appelle exactement photographie. C'est exactement ça. Et le plus fascinant, c'est que les deux ingrédients de base, ils étaient connus depuis des siècles. D'un côté, il y a la chambre noire, la camera obscura. La chambre sombre, littéralement. Voilà, ce principe un peu magique d'une boîte avec un petit trou qui projette une image inversée du monde extérieur, ça, on connaissait ça depuis le Moyen-Âge. Et de l'autre côté, on savait que certains sels d'argent, comme le nitrate, noircissent à la lumière. Donc les pièces du puzzle étaient sur la table depuis tout ce temps, mais personne savait comment les assembler pour que l'image reste. Précisément. Le véritable enjeu du 19e siècle, la course effrénée, c'est pas de créer l'image, ça, la nature le fait toute seule, mais de la fixer, de la stabiliser, de l'empêcher de disparaître dès qu'on la regarde à la lumière du jour. Il fallait trouver le bouton stop. Et c'est là qu'un nom émerge de nos documents, Nicéphore Niepce. Les dates clés, c'est 1826-1827. Il réussit, près de Chalon-sur-Saône, à fixer la toute première image connue, ce fameux point de vue du gras. Mais la date qu'on retient souvent, c'est 1839, l'annonce officielle en grande pompe par François Arago de l'invention du daguerréotype. On sent qu'il y a là un acte de communication, un peu politique même, qui a écrasé le pionnier. Totalement. Et le profil de Niepce, c'est passionnant. C'est pas un scientifique en blouse blanche dans un labo parisien, c'est un propriétaire terrien, un inventeur au sens du 19e, qui engloutit la fortune de sa famille dans ses recherches. Ah, d'accord. Et son but initial, il est crucial pour comprendre la suite. Il cherche la reproduction spontanée des images, c'est-à-dire sans l'intervention de la main de l'artiste. C'est une quête d'automatisation de la vision, presque industrielle avant l'heure. Il veut que la nature se dessine toute seule. Attendez, je reviens sur cette première photo, le point de vue du gras. La source précise qu'il a fallu un temps de pause d'1 ou 2 jours. Mais c'est inimaginable. Concrètement, ça veut dire que le soleil a traversé tout le ciel pendant qu'il prenait sa photo. C'est exactement ça. Et les conséquences sont énormes. L'image est incroyablement floue, et surtout comme le soleil a éclairé les bâtiments par l'est le matin et par l'ouest l'après-midi, il n'y a aucune ombre portée qui soit nette. Ah oui, bien sûr. C'est une image presque illisible, un paysage fantôme. D'ailleurs, quand Niepce montre son invention aux scientifiques de l'époque, ils sont polis, mais ils concluent que c'est inutilisable. Donc d'un point de vue documentaire, pour un sociologue par exemple, ça valait rien à ce stade. On pouvait photographier ni une personne, ni une foule, ni un événement. Rien de tout ça. On pouvait capturer que ce qui est parfaitement immobile pendant des heures. Voilà, la technologie de Niepce capture la durée, pas l'instant. Elle peut donc absolument pas servir à étudier une société en mouvement. Pour que la sociologie visuelle existe, il faut pouvoir saisir une situation, une interaction, un moment. On en est encore très, très loin. D'autant plus qu'il n'était pas le seul à chercher. Une des sources est formelle. On a identifié au moins 25 inventeurs qui travaillaient en même temps sur le même problème en Europe et aux États-Unis. Ce qui nous amène au cas absolument fascinant d'Hercule Florence. Oui, imaginez un peu le personnage. Un franco-monégasquais complètement isolé dans la province de Sao Paulo, au Brésil, qui mène des expériences très similaires dès 1833. Il aurait même été l'un des tout premiers à utiliser le mot photographie. C'est fou. C'est comme si l'idée était dans l'air, prête à être cueillie par n'importe qui, n'importe où sur la planète. Ça dépasse l'histoire du génie solitaire.
Complètement. Ça montre que l'invention répondait à un besoin de l'époque, à une conscience collective. Le désir de capturer le réel, c'était une préoccupation partagée. L'invention de la photo est, en soi, un phénomène social, avant même de devenir un outil pour analyser la société. Revenons en France. Niepce se sent bloqué, il n'arrive pas à améliorer son procédé. Il finit par s'associer avec un certain Louis Daguerre. Hmm. Et là, le duo est improbable. D'un côté, le propriétaire terrien de province, obstiné, méticuleux. De l'autre, Daguerre, un décorateur de théâtre, un showman parisien qui a inventé le diorama, un spectacle visuel très populaire, on dirait le début d'un film. On dirait le début d'une comédie retors. Et pourtant, c'est ce qui a tout changé. Daguerre, il n'a pas la patience scientifique de Niepce, mais il a un sens inné du spectacle et du marché. Ah ouais. Il comprend que le public ne veut pas d'un procédé compliqué, il veut de la magie. Il va simplifier l'invention de Niepce, l'améliorer, et surtout, il va abandonner l'idée de reproduction. Il se concentre sur la création d'un objet unique, spectaculaire, le daguerréotype, qui est donc cette fameuse plaque de cuivre argentée, polie comme un miroir. La source utilise une formule magnifique, c'est un miroir qui garde la trace de ce qu'il a vu. C'est exactement ça. L'objet est magique. L'image est d'une précision incroyable pour l'époque. Mais, et c'est un mais énorme, c'est une image unique. On ne peut pas la copier. C'est un objet précieux, mais pas une information qu'on peut diffuser. Voilà. C'est pas encore ça. Et c'est ce procédé que l'État français, en 1839, sur les conseils de l'astronome et député François Arago, décide d'acheter pour le donner au monde. Enfin, au monde entier, sauf à l'Angleterre, où Daguerre avait pris soin de déposer un brevet juste avant. Et la petite astuce. La photographie devient une affaire d'État. Et le discours d'Arago à l'Académie des sciences est un moment fondateur. Il ne se contente pas de décrire une technique, il assigne tout de suite à la photographie un rôle, une mission sociale et politique. Il parle d'inventorier les hiéroglyphes en Égypte, d'aider les sciences, d'explorer le monde, de gérer les colonies. C'est vrai, l'outil est immédiatement défini par son utilité potentielle, pour l'État et la science. Oui, Mais est-ce que c'est pas un peu dirigiste? On assigne un rôle à une technologie avant même qu'elle ait eu le temps de se développer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de limiter son potentiel créatif ou, disons, plus subversif? c'est une excellente question. Oui, il y a une forme de cadrage politique dès le départ. Mais l'effet immédiat est colossal. En légitimant l'invention comme ça, en lui donnant le sceau de l'État et de la science, Arago la propulse sur la scène mondiale. D'accord. Dans les mois qui suivent, des photographes partent pour l'Égypte, le Brésil, l'Afrique, avec leurs lourdes chambres photographiques. C'est la naissance de la première archive visuelle planétaire. Et ça, c'est une étape clé pour la future sociologie visuelle. On commence à collecter, systématiquement, des images du monde. Mais j'imagine que cette grande annonce française, ce cadeau au monde, ça a dû faire grincer des dents ailleurs, notamment de l'autre côté de la Manche. Ah, vous mettez le doigt dessus. L'annonce d'Arago a eu l'effet d'une bombe en Angleterre. Elle a surtout réveillé un certain William Fox Talbot, un gentleman scholar qui travaillait en silence sur un procédé complètement différent. Piqué au vif. Voilà, piqué au vif par le triomphe des Français, il a mis les bouchées doubles pour présenter ses propres travaux. Et il arrive avec quelque chose de radicalement nouveau, le calotype. Et là, ça change tout. C'est ça, la vraie révolution. La différence est énorme. Talbot, il n'utilise pas une plaque de métal brillante et unique. Il utilise un simple support en papier. D'accord. Et surtout, il invente le couple négatif-positif. Il crée d'abord une image avec les valeurs inversées, un négatif, à partir duquel il peut ensuite tirer, par contact, une infinité d'images positives sur d'autres feuilles de papier. Donc attendez une seconde. Si je comprends bien, tout ce qu'on a dit avant la quête de Niepce, le grand show de Daguerre, c'était une sorte de prologue. Le vrai Big Bang, pour la société, pour la diffusion des images, c'est ce type Talbot, avec son bout de papier. Exactement. Vous avez mis le doigt sur le tournant décisif. Pour la sociologie visuelle, c'est le moment fondateur. L'image cesse d'être un artefact unique, précieux, quasi magique. Comme l'était le daguerréotype. Oui, elle devient une information reproductible, partageable, comparable. Elle peut devenir une preuve, une donnée, un élément dans une série. On peut maintenant envoyer la même photo de Paris à 100 correspondants, on peut la mettre dans un livre. C'est la condition absolue pour que l'image devienne un outil d'analyse sociale. D'accord, donc on peut copier les images.
Mais j'imagine que ça reste un truc de professionnel ou d'amateur très très fortuné. Oh oui, au début, oui. On passe de plaques de métal au papier, puis au verre dans les années 1850 pour avoir des négatifs plus nets. Mais ça doit coûter une fortune. Carrément. Un portrait chez un grand photographe comme Nadar dans les années 1850, ça coûte 100 francs. Pour se donner une idée, c'est plus que le salaire mensuel d'un ouvrier à l'époque. Ah oui, quand même. C'est un luxe absolu. Et puis, un photographe nommé Disdéry a une idée de génie à la fin de cette décennie. Une idée toute simple, mais qui va tout changer. La photocarte de visite. Qu'est-ce que c'est exactement? Au lieu d'utiliser une grande et coûteuse plaque de verre pour faire un seul portrait, il utilise un appareil avec plusieurs objectifs. Il réalise 6 ou 8 petits portraits sur la même plaque. Mécaniquement, il divise les coûts de production par 6 ou 8. C'est une innovation économique en fait, pas technique. Justement, Et là, le marché explose. On passe de 100 francs à quoi? le prix s'effondre, le portrait photo devient accessible. Dans les années 1860, on peut se faire tirer le portrait pour 1,50 franc dans les baraques de foire. En une décennie, la photographie passe du statut d'objet de luxe à celui d'objet de consommation de masse. C'est fascinant de voir comment une innovation sur le processus de production change complètement le statut social d'un objet. Charles Baudelaire, lui, est pas du tout content. Pas du tout. Il écrit en 1859 en voyant ce déferlement. La société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Il y voit la fin de l'art, le triomphe du matérialisme. Et c'est ça qui est génial. Ce que Baudelaire dénonce comme le narcissisme de la société immonde, pour un sociologue, c'est de l'or en barre. Ah oui, c'est le moment précis où la société commence à se documenter elle-même, à une échelle jamais vue. L'album de famille apparaît dans les foyers. On collectionne les portraits des célébrités et de la famille royale, mais aussi de ses propres amis. L'image acquiert des fonctions sociales nouvelles et puissantes. Affirmer son statut, garder le souvenir des absents, c'est la naissance d'un fait social total. Ce qui montre bien que la technologie n'est jamais neutre. Elle est immédiatement investie de significations, d'usages culturels qui peuvent varier. Et j'imagine que ces usages sont pas les mêmes partout dans le monde. Absolument pas. Les sources donnent un exemple frappant, celui de l'ambrotype au Japon. L'ambrotype, Oui, c'est une technique européenne, une sorte de daguerréotype du pauvre. C'est un négatif sur verre, sous-exposé, qu'on place sur un fond noir pour qu'il apparaisse en positif. En Europe, c'est un sous-produit, une image un peu terne. Mais quand cette technique arrive au Japon, où le verre est un matériau rare et précieux à l'époque, l'objet change complètement de statut. il devient un objet de luxe. Plus que ça, il est adopté pour répondre à une pratique culturelle locale très forte, le rituel mémoriel des ancêtres sur les autels domestiques. Ah, d'accord. Les familles japonaises se mettent à utiliser ces portraits sur verre, des objets venus d'ailleurs, pour honorer leurs morts. Une technologie globale est donc immédiatement réinterprétée, réappropriée, pour servir des fonctions sociales et rituels spécifiques. La technique propose, la culture dispose. Le parcours est donc absolument vertigineux. On part d'une image unique, floue, quasi secrète, réalisée par un inventeur isolé dans sa campagne, et on arrive, en à peine 30 ou 40 ans, à des milliards d'images reproductibles qui documentent chaque aspect de la vie sociale. On est passé d'une curiosité de laboratoire à un fait de société majeur. C'est le passage de l'objet unique à l'information de masse. Exactement. Et cette évolution, elle n'est pas seulement technique. C'est l'histoire de la naissance d'un langage visuel qui est devenu universel. Un langage qui a permis à la société de se voir, de s'analyser et de se raconter comme jamais auparavant. Sans la reproductibilité de Talbot et la démocratisation de Disdéry, la sociologie visuelle n'aurait tout simplement pas eu de matière première à étudier. C'est la naissance de notre monde d'images. Et pour finir, une dernière pensée à méditer qui vient de nos sources. Ce pionnier un peu oublié dont on a parlé, Hercule Florence au Brésil. Il travaillait pas seulement à fixer les images, il avait un autre projet parallèle, tout aussi fou, qu'il nommait la zoophonie. La zoophonie. Oui, il voulait inventer un système pour noter et reproduire les sons des animaux de la forêt amazonienne. Fascinant. Il voulait capturer le son en même temps que l'image. Exactement. Et ça laisse songeur. Et si le désir de capturer une image et celui de capturer un son venaient de la même impulsion fondamentale? L'invention de la photographie n'était peut-être pas seulement une affaire d'optique et de chimie, mais la manifestation d'un besoin humain bien plus profond, celui de fixer le réel dans toute sa fugacité, de lutter contre l'oubli.
Un besoin qui, aujourd'hui, avec nos milliards de photos et de vidéos, a fini par saturer complètement notre culture.